dans la nature, il y a pas de déchets en fait. En fait, les déchets d'une espèce deviennent des ressources pour une autre espèce. Donc il y a de fait une optimisation de l'utilisation des ressources et zéro déchet. Donc, en gros, le principe général de l'économie circulaire, c'est celui-ci. Après, en théorisant, on va le décliner de manière technique de différentes façons. Une des façons, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire de concevoir des produits de manière à ce qu'il y ait moins d'impact sur l'environnement. Et puis de faire en sorte de recycler aussi des matériaux. Voilà. Est-ce que ça veut dire, pour être très concret, que pour une entreprise, le fait de s'intéresser à ces problématiques de recyclage et de réexploitation des déchets de la production peut être rentable et que c'est pas que un choix idéologique de ne pas faire du mal à la planète, pour simplifier? Est-ce que c'est rentable? Oui, oui, c'est rentable de différentes façons. C'est rentable parce que là, c'est un exemple, ça suit de l'engagement en fait. C'est-à-dire que c'est des projets qui permettent aux gens de trouver du sens dans ce qu'ils font. Donc, du coup, c'est quand même plus utile au quotidien pour donner la motivation et faire tourner l'activité. Ça parle aussi de plus en plus au marché, quoi, côté client, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Et puis, il y a une logique d'efficience derrière ça. C'est-à-dire, il y a une logique d'éviter les déchets, de se poser la question aussi de la fragilité des ressources qu'on utilise dans sa production, et donc du coup de s'exposer moins à des fluctuations de cours de matières premières, à des arrêts de matières premières. Donc voilà, il y a plein de réponses à la question que tu viens de poser, et je pense que oui, moi j'ai pas de doute sur le fait que c'est rentable. Est-ce que ça fonctionne pour toutes les entreprises? Parce qu'on cite souvent des exemples concrets, et effectivement, quand on écoute les exemples, souvent le réflexe qu'on a, c'est de se dire « Bah ouais, pour eux, ça marche super bien ». Mais on a du mal à se le projeter pour soi. C'est quoi la logique pour arriver soi-même à être dans cette économie circulaire et vertueuse, alors qu'on pense souvent que c'est pas applicable pour nous? Ouais, moi j'appelle ça un peu des clés lecture ou des boussoles pour savoir comment on s'y prend pour réfléchir dans le bon ordre. Alors les 5 R, effectivement, c'est une méthode mémotechnique un peu intéressante. Le premier, c'est le premier, c'est refuser. Alors ça peut paraître pas très positif, mais c'est éviter les produits, les emballages inutiles. Tout ce qui est produit à usage unique, c'est quelque chose qui est en train de monter. Puis la loi sur l'économie circulaire qui a été adoptée là au mois le 10 février va dans ce sens-là, hein, d'aller vers le zéro plastique jetable, donc voilà, tous les produits. Le deuxième R, c'est la réduction, donc c'est limiter les ressources utilisées, les emballages. Le troisième R, c'est la réutilisation, donc faire circuler, être inventif. Le quatrième, c'est le recyclage, alors que souvent on pense souvent à ça en premier, mais là, quand on est dans le recyclage, déjà, c'est qu'on n'a pas fait des efforts préalables qu'on pouvait faire. C'est vraiment utilisé en dernier recours. Et puis de faire les bons choix de matériaux en amont sur le recyclage, ça interroge les entreprises dans leurs activités, de produire des produits avec justement de la matière qui va être facilement recyclable quand elle va avoir besoin de l'être. Et puis le dernier, c'est le retour à la terre, donc tout ce qui est biodéchets, des choses qui se développent pas mal sur le compostage, et de faire aussi une boucle sur cette partie-là de biodéchets. Donc ouais, les 5 R, c'est une boussole. Est-ce que Adrien Huguet est avec nous, qui lui est urbanothérapeute, et il va nous expliquer, comme il sait si bien le faire, ce que veut dire urbanothérapeute et surtout en quoi il a appliqué ces différentes réflexions à son métier qui s'y prêtait pas forcément à l'origine, puisqu'il était lui plutôt dans un domaine qui était de l'ordre du service que dans la production. En fait, on est bureau d'études, on fait de la conception, et justement on peut intervenir en tant qu'impacteur, puisque quand on conçoit, on va influencer ce qui se passera après derrière sur les chantiers. Et tout le travail qu'on est en train de faire avec le projet Relief en ce moment, c'est d'essayer de voir comment on peut intégrer cette organisation, cette réflexion dans la façon dont on monte nos dossiers de consultation. Quand on conçoit des projets sur les terrassements, on a énormément de terre dont on ne sait pas quoi faire, que l'on va mettre en décharge. Et on va mettre des camions qui vont rouler sur la route pour pouvoir évacuer les matériaux, et puis on va mettre le même nombre de camions qui vont venir des zones de création de matériaux entre guillemets propres pour venir boucher les trous. Et du coup, on fait un déséquilibre total, aussi bien économique que écologique. Et là, l'idée, c'est de voir comment on peut réutiliser les terres que l'on a lorsque l'on fait nos travaux pour faire en sorte que tout reste sur place et qu'on arrive à valoriser les terres, principalement en ayant une meilleure connaissance de leur qualité, en faisant un traitement sur place,
Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on construit une maison, on évacue 300 mètres cubes, c'est-à-dire 30 camions à peu près. 30 camions sur la route qu'on peut éviter dans un sens et dans l'autre. Ben, voilà, tous les travaux qu'on fait. Et nous, dans nos projets publics, on est plutôt sur l'échelle d'avoir 200, 300 camions sur la route à chaque projet. Donc tout ce qu'on peut éviter, c'est que mieux. Comment on met en place très concrètement ça? Là, je suis suivi par une spécialiste de la réorganisation, de l'économie circulaire. Donc, elle ne connaît pas de manière précise mon métier, même si elle y est assez proche. Par contre, elle a la méthodologie pour mettre en place des solutions par rapport aux interrogations que je me pose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le but de ce projet, c'est accompagner pour transformer un sujet théorique en un sujet pratique. C'est que oui, j'ai l'idée dans mon coin de me dire faut que je puisse faire en sorte de recycler, mais après derrière, comment je fais, comment je mets en place. Donc là, il y a une personne qui m'accompagne et qui me dit peut-être que dans ton offre, et surtout quand on travaille pour des collectivités publiques, il faut peut-être mettre ça en place. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? On pourrait aller voir des gens extérieurs pour avoir une offre un peu plus complète. Et donc, c'est un échange pour arriver à une solution qui paraisse la plus juste possible. Est-ce que c'est un projet d'entreprise comme un autre ou est-ce que ça remet profondément en question tout le modèle économique? Quand on parle de nouveaux modèles économiques, il ne faut pas imaginer qu'on efface tout le passé et qu'on recrée tout. C'est marche par marche. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette offre, c'est d'être capable de monter quelque chose qui puisse, d'ici 2 ans, représenter 10% de mon chiffre d'affaires. Mais si ça représente 10%, ce sera vraiment, vraiment super. Et une fois qu'on a mis en place cette offre et qu'on trouvera qu'elle fonctionne, ça servira d'appui aussi et d'exemple pour aller voir tous nos clients et leur dire, voilà, on a une solution un peu différente qui fonctionne, qui est efficace pour vous, parce qu'il faut aussi que l'écologie vienne aussi avec l'économie. Donc, trouver l'économie qu'il y a. Hein. Aujourd'hui, mettre en décharge, si je reste encore sur cet exemple-là, chaque mètre cube qui est mis en décharge, ça coûte une vingtaine d'euros, le mètre cube. Demain, ça coûtera 30 euros et il y a 3 ans en arrière, ça valait à peine 10 euros. Et est-ce que tu as la notion de peur qui peut arriver en management d'avoir des collaborateurs qui ont toujours fait comme ça et qui peuvent avoir un peu un coup de panique que le dirigeant se dise on va changer la manière de faire. C'est aussi humain d'avoir parfois peur de l'inconnu. Est-ce que c'est quelque chose que tu gères ou que tu ne rencontres pas comme problématique? Je la rencontre plus trop parce que depuis 2013 que je suis au CJD, mes collaborateurs, ils ont fini par comprendre que j'étais pas si starbé que ça, ou alors c'est qu'on l'est tous au CJD. Donc en fait, soit ils en rigolent, soit ils font semblant, mais je pense pas. Aujourd'hui, j'ai plutôt des gens qui ont compris qu'on avait tous un intérêt à faire et que quand on peut expérimenter, ça ne reste qu'une expérimentation. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on fera autre chose. Je voudrais qu'on accueille sur le live aussi Thierry Walter. Explique-nous quel est ton métier, Thierry, et comment tu intègres cette démarche-là. J'ai une première entreprise qui est dans le domaine de la musique, qui vend des CD, et puis une seconde qui vend des accessoires pour disques vinyles, notamment des produits nettoyants, des pochettes plastiques pour protéger les vinyles et des cadres. Dans les produits que nous vendons, les 3/4 ou les 2/3 sont fabriqués en France. Certains par nous, et puis il y en a un tiers donc, qui est fait en Chine. Donc ça m'emmerdait un peu d'avoir des produits effectivement chinois qui donc sont farcis de plastique, sont envoyés par bateau, et j'ai d'abord travaillé sur un produit nettoyant pour disques vinyles qui soit plutôt naturel. Donc j'ai interrogé mes principaux clients, c'est Universal, Cultura et Fnac. Il y en a 2 qui montraient, c'était il y a 1 an, donc un désintérêt total, et l'autre un silence poli. Donc je me suis basé sur lui et j'ai commencé à créer mon petit produit nettoyant. Donc j'ai autour de mes amis essayé de voir ce qui était, si quelqu'un connaissait une boîte qui produisait des produits nettoyants naturels. Donc j'en ai trouvé une comme ça du côté d'Angers. Ensuite, j'ai essayé de trouver un contenant qui soit effectivement compatible. Donc, j'ai trouvé de l'aluminium. Et enfin, j'ai trouvé un sous-traitant qui soit capable de mettre le produit manuellement, parce qu'on a fait des petites séries pour démarrer. Et puis, un packaging qui soit en carton et sans aucun plastique.
moyennant quoi le produit a été commercialisé après plusieurs mois et est vendu à peu près 40% plus cher que le produit normal. Ça fonctionne, c'est pas une vente extraordinaire, mais ça fonctionne. Ça a une partie de clients qui sont séduits. Et ensuite, cette année, j'ai décidé de m'intéresser au plastique, qui est un gros morceau, bien sûr, et de démarrer par mes cadres plastiques, qui sont faits ici, injectés, injection sur le capteur, non loin d'Annecy. Et la grande surprise, la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a un an, donc Cultura et Fnac s'en foutaient complètement. Et cette année, les deux en chœur m'ont dit on vient d'embaucher un ou une personne qui va se charger de ça chez nous. Donc maintenant, dès qu'il y a un produit bio, pouf, ils se jettent dessus. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, même si c'est un intérêt plus commercial qu'écologique. Mais en tout cas, il y a eu un accueil extrêmement favorable, alors qu'il y a un an, c'était donc ça montre aussi qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une demande de la part des clients et qu'il faut des fois aller au bout de ses idées et on finit par avoir raison avant tout le monde. C'est un peu comme ça que tu dois le vivre. Oui, tout à fait. Et puis en plus, j'ai eu un coup de malchance productif. Là, j'ai un ami JD qui a déjà un certain temps avait imaginé un bioplastique. Donc j'ai revu un truc LinkedIn d'un poste de lui, j'ai vu qu'il bricolait il y a quelques années, puis là, il a créé une structure. Donc, je l'ai appelé pour qu'il m'en dise plus. Et donc là, ça y est, on a expérimenté un premier cadre qui a tout à fait les mêmes caractéristiques que du plastique normal. Il est aussi robuste, il est tout aussi même consistance. Enfin, si on ne sait pas que ce n'est pas du plastique, on ne peut pas le deviner. Un surcoût assez faible. Aujourd'hui, mon produit me coûte 4,60 €. Et là, ça me coûterait à peu près 2 € de plus à fabriquer. Donc, c'est un produit qui est fait à partir de sirop de maïs, qui est donc compostable de façon industrielle. Un des problèmes de l'écologie, c'est qu'on a toujours un choix entre deux mauvaises solutions, entre guillemets. Donc là, celui-ci est bien parce qu'il est compostable. Donc, on élimine le sujet du traitement du déchet. Mais l'inconvénient, c'est que c'est du sirop de maïs, donc il est en concurrence avec l'alimentation humaine. Et puis, du maïs, c'est consommateur d'eau. Et puis, pour cultiver du maïs, il faut un tracteur. Donc, ce n'est pas complètement une perfection. Donc, je travaille maintenant sur la deuxième piste, qui était celle de mon ami JD de Poitiers, qui, lui, a conçu un produit qui est fait à partir d'huile de ricin et de roseau. Donc, deux produits qui ne sont pas en concurrence avec le produit alimentaire pour nous, et un inconvénient qui est effectivement, lui, il ne se composte pas, donc il faut le recycler. Aujourd'hui, le recyclage n'est pas prévu. Ceci dit, ces produits-là durent dans la vie au moins 6 ou 7 ans, donc on peut imaginer que d'ici là, ils seront gérés en termes de recyclage. Mais toujours est-il qu'en tout cas, cette personne a bien vu les choses, puisqu'il a déjà créé un réseau de 1000 points dans lesquels on peut ramener son produit pour qu'ensuite il puisse être recyclé lui-même encore 5 à 10 fois. Et ensuite, mon objectif, c'est de faire des pochettes plastiques un petit peu plus grandes pour qu'elles puissent servir elles-mêmes d'emballage. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les produits que j'envoie, comme par exemple le cadre, comme par exemple ces fameuses pochettes plastiques qu'on vend par paquet de 25, encore on fout un suremballage de plastique, ce qui m'énerve aussi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui existe, donc je vais essayer de la créer moi-même. Moyennant un surcoût, mais je fais le pari que de toute façon, c'est comme quand on a imaginé le comité de pilotage planète avec Thomas Guillermou. Notre objectif, c'était de faire du mouvement patronal, le CJD, le mouvement le plus en avance. C'était facile puisque tout le monde s'en fout. Et là, c'est pareil. Dans mon métier, on n'est pas beaucoup d'opérateurs, donc je veux que ma marque soit la marque la plus durable. Et ça ne sera pas très compliqué vu que tout le monde s'en fout. Donc voilà, en tout cas, ma prochaine étape, c'est les pochettes plastiques. Mais on voit bien qu'au contraire, tout le monde ne s'en fout pas, en tout cas du côté des utilisateurs, parce que c'est un sujet qui devient quasiment du jour au lendemain. En tout cas, ces sujets d'économie circulaire, d'écologie, d'impact environnemental, la conscientisation a progressé
extrêmement vite et du coup on se rend compte que l'industriel n'était pas forcément prêt. Du coup la question que j'ai envie de te poser c'est, toi maintenant qu'il y a un savoir-faire là-dedans, est-ce que tu ne peux pas en faire quasiment un métier à part entière pour accompagner d'autres dirigeants et d'autres entreprises qui ont des problématiques de plastique pour les aider et les accompagner dans ces solutions-là? Parce qu'on a l'impression que tu as contribué à des innovations qui peuvent être importantes et aider aussi dans le monde entier à des gens à ne plus faire n'importe quoi avec le plastique mais faire mieux. Est-ce que c'est une réflexion que tu as aujourd'hui? En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui est super chiant, c'est que quand on cherche à aller dans le durable, c'est plus cher et c'est plus compliqué. Alors, plus cher, des fois, ça se résout parce qu'effectivement, la quantité fait qu'on arrive à absorber ça. Par contre, plus compliqué, j'ai dû retourner à Internet, j'ai dû passer des mois, effectivement, pour trouver des fournisseurs dans tel ou tel domaine. Alors qu'avec une carte bleue bien fâchée sur Alibaba, si toi tu veux t'acheter, te lancer dans un nouveau business, en 2 minutes, tu vas trouver des fournisseurs et avec ta petite carte, tu vas avoir un truc qui va être opérationnel tout de suite. Donc ça m'a donné l'idée de dire pourquoi ne pas créer un espèce d'Alibaba qui ne sera pas forcément marchand, mais un site internet qui permettrait de mettre en connexion directement tout entrepreneur qui voudrait des solutions durables et ceux qui en fabriquent déjà, mais qui sont aujourd'hui inconnus. Ou deuxièmement, faire émerger des besoins. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a par exemple, le plastique durable d'emballage, ça n'existe pas. Moi, si je demande tout seul, il ne se passe rien. Si on était 1000 entreprises au travers d'un site internet qui puisse permettre une expression de besoin, peut-être que tel chercheur ou telle entreprise pourrait dire tiens, oui, on pourrait y aller là-dessus parce qu'il y a un marché. Est-ce que le CJD ne pourrait pas être l'organisateur de ce site qui, peut-être dans un premier temps, permettrait de mettre en lien les entrepreneurs dans le durable JD et puis ceux qui cherchent de tels produits, mais peut-être demain de l'ouvrir à qui veut pour effectivement que, au moins, si on cherche dans le durable, ce ne soit pas plus dur que sur Alibaba.